En fait, je crois que c'est vraiment de la schizophrénie. Puis finalement, on se rend compte que c'est quand même de la technique, quoi. Est-ce que tu connais ta voix ? Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison de Paroles Vives, le premier podcast qui laisse le micro aux amoureux de la parole, présenté par la Conférence Olivain. Aujourd'hui, Martine Guillot est avec nous. Bonjour Martine, pour commencer, qui es-tu ? Déjà bonjour, merci à vous de venir dans mon antre, dans ma maison, de vous accueillir ici. Donc je suis Martine Guillot, j'ai 56 ans, je suis une comédienne de théâtre. J'ai eu une compagnie théâtrale assez jeune. C'était du théâtre Jacques Tati, assez engagé, politique, où on faisait donc du travail très sur le terrain, de vie quotidienne, voilà, à la Jacques Tati. Et puis après, j'en ai eu un petit peu assez. J'ai décidé de m'occuper en tant que comédienne, toute seule. Et donc, j'ai fait du cinéma, de la télé. Ça a plutôt bien marché. Et puis, j'étais pas très fan de ce milieu. Et un jour, on m'a dit, tiens, t'as une voix quand même étrange. Et là, j'ai commencé à être la voix, en fait, d'une chaîne de télé. Et j'ai appris ce que c'était que de travailler avec le micro, ce que c'est que de communiquer la voix, des émotions, comment interpeller, comment faire des modulations, envoyer des fréquences plutôt agréables ou pas, mais en tout cas plutôt agréables, pour que les gens écoutent donc un peu la speakerine, la Denise Fabre qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Et puis un jour on m'a dit tiens, tu devrais aider ces journalistes parce que tu as quand même une perception par rapport à la mise en scène, parce que j'étais metteur en scène aussi, tu as une perception et tu devrais accompagner ces journalistes à prendre la parole. Et j'ai accompagné ces journalistes malheureusement qui n'avaient pas spécialement envie d'être vus, mais de passer du signe à la parole. Donc c'était super intéressant parce que tout d'un coup ils étaient chez eux dans l'ombre en posture derrière leur ordi en pyjama, enfin mentalement, à écrire pour être lus et non pas pour être dit. Et donc il fallait qu'ils incarnent leur papier, qu'ils comprennent comment on travaille le rédactionnel, du signe à la parole, pour être vus par le web, sur cette sphère du web, et donc incarner leur papier. J'ai répondu à un appel d'offres, j'avais jamais fait ça en tant que coach. Puis j'ai remporté cet appel d'offres, donc je suis devenue coach prise de parole à l'Assemblée nationale. Donc j'accompagne les députés à parler à cet exercice compliqué qu'est l'hémicycle. Qu'est-ce que c'est que de prendre la parole dans l'hémicycle ? Et j'en suis super fière. Et je suis fière parce que ça rejoint un peu le théâtre. C'est-à-dire que je me suis engagée politiquement pour dire des choses. Et puis là, j'accompagne des gens à dire des choses. Disent-ils toujours la vérité ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'est pas toujours en posture haute ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, j'essaye qu'ils soient authentiques et sincères. Et c'est le plus important. Après, pour finir, parce que c'est un long parcours, mais je vais y arriver. Et voilà que je suis devenue professeure à Paris-Saclay, parce que j'ai créé le Lab Oratoire, un jeu de mots toujours à la Martine, comme ça. Et donc, ce sont des ateliers pour ces jeunes étudiants, donc ça va du L1 jusqu'au master. Et c'est magnifique parce que je travaille sur l'intellect et en même temps sur la posture. Donc, comment est-ce qu'on allie le corps, l'art rhétorique, la rhétorique, l'éloquence au corps, et c'est sublimissime. Martine, tu as eu la chance de jouer au théâtre et au cinéma. Si tu ne devais en regarder qu'un des deux, lequel choisirais-tu ? Le théâtre, c'est le direct, tu projettes, tu donnes de l'émotion. Le cinéma, c'est la caméra qui vient chercher ton émotion. C'est ce que j'apprends quand je fais des coachings aujourd'hui pour des gens sur le média training, ou même j'ai fait une offre en tant que coach prise de parole qui est booster sa visioconférence. Qu'est-ce que c'est que cette caméra ? Tu n'as pas besoin d'appuyer ton éloquence. Il suffit d'être. Et donc au cinéma, pour moi, le cinéma, la grande différence, c'est que moi, je serais très bonne au cinéma muet parce que j'ai des grands yeux et j'appuie. Au cinéma, il faut que je fasse presque rien pour exister, en fait. Donc c'est la caméra, on dit que la caméra est ton amie, c'est elle qui vient chercher les émotions. T'es acteur pour le cinéma, et puis t'es comédien pour le théâtre, voilà. Puis il y a des gens qui se vouent, c'est une vocation, qui reste à être sur les planches, à rester dans les planches, et puis à jamais faire de cinéma, c'est plus compliqué. Moi, je préfère le théâtre. Tu as eu une carrière brillante et tu joues depuis toute petite. Est-ce que ce métier a toujours été une vocation pour toi ?
Comment c'est arrivé? J'ai vu une femme qui s'appelle Zouk, qui est encore en vie, qui est vous êtes peut-être trop jeune pour la connaître, qui est une comédienne absolument extraordinaire, qui est une des premières, avec Bedos, à faire des spectacles, des stand-up, des spectacles, des one-woman shows, seule sur scène. Et je l'ai vue à Bobino, à Montparnasse. Et quand je suis sortie, je crois que j'avais 8 ans, j'ai regardé mon père et ma mère et j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire qu'elle interprétait des gens, elle parlait du quotidien, elle parlait de ces petites gens, pas péjoratif du tout, mais du quotidien des gens. Et elle les transposait dans le théâtre. Au cours de ta vie, tu as eu la chance de fouler de nombreuses scènes. Quelle anecdote t'a le plus marqué? Alors, dans le souvenir marquant, c'est quand j'ai écrit mais c'est pas sur scène, mais c'est vraiment la chose qui m'a énormément marqué quand dans la vie, parce que je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a des synchronicités. J'ai écrit à Michel Piccoli et je lui ai dit, j'ai besoin de vous rencontrer. J'étais fascinée par Michel Piccoli, homme de théâtre et puis aussi au cinéma, mais ce mec avec sa voix, et puis il était un intello, donc c'était génial, j'avais envie de le rencontrer. Et je lui ai écrit, et un jour je rentre, à l'époque on avait des répondeurs automatiques, il n'y avait pas encore de portable, je fais vraiment mamie à ce moment-là, mais non, pas du tout, c'était il n'y a pas si longtemps. Et je rentre, et j'entends la voix de Michel Piccoli, oui, bonjour, alors je vous donne rendez-vous à Odéon. Ah, je l'ai encore, la cassette, je l'ai gardée, et c'était génial, là j'ai cru que je crois que j'ai appelé tous mes copains, toute ma famille, j'ai sauté en l'air, et j'ai été à ce rendez-vous, et ça a été le plus beau moment de ma vie, où tout d'un coup, j'ai compris que finalement, qu'est-ce que c'était qu'être? C'est-à-dire, il suffisait d'être bien dans ses baskets, ne rien forcer, mais juste penser qu'on a tout en main pour être, pour exister. Et arrêter de se poser des questions, bien, pas bien, et juste, voilà, parce qu'il était tellement présent, c'était un animal intellectuel, enfin, c'était, voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens en prise de parole. Sinon, pour une anecdote, c'était assez marrant, c'était à New York, on jouait au BAM, au Brooklyn Academy of Music, et donc j'avais fait un spectacle qui s'appelait Rhapsodog, sur lequel il y avait un chien sur scène, et donc j'avais dû faire un casting, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de quarantaine pour amener le chien de Paris, donc j'avais fait un casting Kleps aux États-Unis, et il y avait Caroline Carlson qui jouait dans la grande salle, nous on était dans la petite salle qui faisait quand même 700 places, la petite salle, c'est pas rien, donc, et là, à un moment donné sur scène, donc j'avais trouvé un chien, un labrador, que je voulais pas dresser parce que je voulais que le chien reste authentique et pas un chien dressé. Et à un moment donné, le chien part en coulisses. Pas du tout au moment voulu. Donc j'étais sur scène avec l'autre comédien. Et là, je me vois courir après le chien. Donc je fais une improvisation. Le chien, donc là c'était vraiment Tex Avery, retraverse la scène d'un côté, retraverse de l'autre. La salle morte de rire. Et là, il y a le pompier, parce qu'aux États-Unis, il y a les pompiers qui regardent les matchs de foot et qui mangent du poulet pendant que tu es en train de jouer, et tu as le chien qui arrive avec l'os, le pompier qui court après le chien. Voilà, ça a été le plus beau moment de ma carrière. Pardon, c'est pas un souvenir de comédien, mais c'est un souvenir détonnant. Et j'ai eu un article dans le New York Times absolument extraordinaire, parce que tout d'un coup, le chien avait été la vedette, et c'était un peu le but de mon spectacle, de dire que le chien, lui, resterait pendant que nous, on se fait bouffer par la société. Voilà. Le métier de comédien implique ainsi que l'on interprète un personnage autre que nous-mêmes et que l'on a préparé et travaillé, souvent au millimètre près, la façon dont on allait prononcer les mots inscrits sur le script de la pièce ou du film. Évidemment, ce travail n'est pas effectué en amont de chacune de nos prises de parole au quotidien, presque toujours improvisées. Ce sont deux façons très différentes, de prime abord, de prendre la parole. En ce moment, tu fais le tour des plateaux pour présenter ton nouveau livre. Est-ce que ton expérience de comédienne t'aide à mieux t'exprimer au quotidien? Est-ce que ça aide dans la vie? Je pense que le comédien, il est schizophrène presque. Enfin, je veux dire, et c'est pour ça qu'il y en a qui restent perchés. Mais c'est très étonnant, il faut revenir dans la réalité. Ce qu'il y a de magnifique, c'est d'apporter la vision que tu as de ta vie, de ton émotion, de la perception de comment tu as envie de traverser notre vie, parce qu'on ne fait que traverser, humblement, dans le personnage qui est lui-même inscrit dans un scénario ou dans une dramaturgie. Donc,
c'est super intéressant parce que tu n'es pas seul comme d'habitude. Et au théâtre, on sait que l'acteur n'est pas seul. L'acteur, enfin le comédien, ne peut exister que si il est entouré de metteurs en scène, de d'autres partenaires, de techniciens, de quelle est la scène ? Est-ce que c'est en plein air ? Est-ce que c'est à l'italienne ? Enfin, c'est magnifique. Enfin, moi, je suis fan. Donc, il y a la costumière, il y a la maquilleuse, il y a le décorateur, il y a maintenant les effets vidéo, il y a la lumière. Non, c'est magnifique. Donc, est-ce que être comédien, ça aide la vie ? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, tu dis les mots d'un autre. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que moi qui me sens absolument pas légitime d'être avec des intellectuels, et pourtant j'adore Alain Grobrier, Cavalier, la philosophie, j'ai toujours eu ce complexe, on va dire, de ne pas être assez intellectuel, mais d'être un animal et d'avoir une connaissance visuelle. C'est pour ça que je parlais des beaux-arts, parce que c'était important pour moi, de la matière. Et aujourd'hui, je l'ai moins, parce que je me dis que j'ai un acquis. Donc, je sais pas, le verbe parler pour les mots d'un autre, ça m'a permis à me dire que je pouvais être intelligente. Comme l'explique très justement l'association Les Voix, dont Martine Guillot fait partie, et qui regroupe de nombreuses personnes qui exercent ce métier de voix, le terme de voix off désigne avant tout un procédé narratif, et ce n'est pas la manière la plus pertinente de les désigner. Les voix sont avant tout des comédiens, qui pour la majorité travaillent au théâtre, au cinéma et à la télévision. Et puis la voix n'a que cela pour faire vivre un texte. Cela nécessite donc de faire vivre les mots par un véritable jeu de comédien pour pouvoir transmettre les émotions à celui qui écoute. Martine, jusqu'à maintenant, on a essentiellement parlé de ton travail sur scène, mais tu travailles également comme voix pour la publicité, pour le théâtre ou encore pour les jeux vidéo. Fais-tu une différence entre les deux dans ton travail de préparation ? Alors, la grande différence entre interpréter, incarner sur scène, être vu tout en incarnant ou en délivrant une pensée, des émotions, des séquences de vie ou des scénarios ou des mots d'auteur, si tu veux, tu es vu en entier, en entité. Donc, c'est tout ton corps, c'est tout ton être. Donc, la vibration que tu émets, elle est tout aussi non-verbale que verbale. Donc, l'émotionnel. On voit bien chez Patrick Devers, qui, bon, pour moi, c'est ma référence, mais il clignait de l'œil. Je recevais, je percevais, je ressentais de l'émotion. Donc, c'est pas la peine de parler, on le sait. Au théâtre, il y a des rôles muets qui sont magnifiques et c'est peut-être ceux qui nous happent au niveau de l'attention. Donc ça, c'est génial. Tu peux chuchoter au théâtre, on t'entend comme si tu parles. Moi qui ai une voix forte, j'ai pas besoin. Donc, c'est les modulations, les fréquences que tu émets, c'est magnifique. La voix au micro, c'est super intéressant parce qu'il faut que tu fabriques des paysages avec la fréquence vocale de l'émission du son. Donc, c'est le déplacement dans l'espace de ton imaginaire. Alors, ce qu'il y a de superbe, c'est quand tu portes en fait l'imaginaire, soit de l'auteur, soit de ce que tu as écrit, soit de ce que tu accompagnes, parce que moi, je fais beaucoup de voix de documentaire aussi, où j'essaye d'être aussi un acteur et non pas un commentateur, un acteur dans l'entité même de l'œuvre. Et ça, c'est superbe. Par la voix, la modulation, la fréquence que tu veux faire entendre, ce sont des parcours, ce sont de l'architecture. C'est une construction. C'est magnifique. Mais c'est tout aussi émotionnel. Voilà. Et l'émotion, c'est vraiment la base, pour moi, de l'expression, que ça soit acteur, comédien. Voilà. En gros, c'est magnifique. La voix, la modulation, ce sont les silences, ce sont les tempos, les tempi, ce sont ce que tu as envie de décrire ou de faire entendre. En tout cas, laisser à l'autre d'imaginer aussi. Voilà. De ne pas être conclusif, mais de laisser les portes ouvertes. Voilà. Et puis après, tu peux avoir des voix différentes. Moi on ne me reconnaît pas. Hein. Quand je fais la voix d'Im,
je ferai le gym pour toi. On sait pas, on se dit que c'est une nana super canon, pas du tout. On se dit pas que c'est la petite grosse derrière le micro, mais enfin non, mais c'est pas une blague, mais je veux dire, c'est super intéressant. C'est-à-dire que t'as la voix suave ou pas, et en tout cas, c'est une matière, la voix. Et ça, j'ai découvert, ça me fait des frissons de vous le dire. Parce que finalement, on est obligé d'être intègre, on est obligé d'être engagé. Donc dans la voix, on ne te voit pas, donc je peux faire des grimaces. Je peux laisser traîner. La langue française est magnifique pour ça. On attaque les consonnes. On fait, je laisse la voix en haut, ou alors je laisse la voix à l'horizontale, ou alors je ferme. C'est superbe. On en fait ce qu'on veut. Chacun de nous possède des voix dites de contexte. Les intonations, ou ce qu'on appelle de manière plus scientifique les fréquences hertziennes, varient en fonction du contexte dans lequel nous parlons. Cet effet s'observe aussi en fonction de la langue parlée. Les langues se parlent dans un cadre de fréquences précis, et chaque langue a sa propre fréquence. Ainsi, lors de sa campagne pour la mairie de Barcelone, on a pu observer que la voix de Manuel Valls était bien plus grave qu'à l'accoutumée. Ce phénomène est involontaire, mais peut être maîtrisé. Martine, on entend bien une différence entre ta voix naturelle, celle que tu as par exemple dans notre discussion, et celle que tu as lorsque tu interprètes. Est-ce que tu t'en rends toujours compte, ou c'est parfois inconscient ? La différence de voix, en fait, tout dépend des situations. Quand je suis à la maison tranquille au coin du feu, je vais parler sur mes cordes vocales, être tranquille, limite voix de Jeanne Moreau. Et puis après, c'est pas moi qui cherche les modulations, c'est tout dépend qu'est-ce qu'on me demande, l'utilité de la voix. Quand je fais M6 mobile, by Orange, le mobile plus, ou la nana, elle a 12 ans, quoi. Donc, ou 18. Donc, ça veut dire que... Mais ça, ce sont des fréquences. Je ne suis pas une bonne chanteuse, mais je sais que j'ai une palette vocale, des octaves différentes, un chant sublime que j'ai travaillé. Tout le monde dit « Ah ouais, je vais faire de la voix, c'est facile, fais voir... » Puis finalement, on se rend compte que c'est quand même de la technique, quoi. Il faut avoir de l'articulation, il faut savoir la moduler, il ne faut pas faire de sifflante, il ne faut pas faire de pop, il ne faut pas faire de plosive. Donc il faut savoir attaquer les consonnes pour que les voyelles suivent. Finalement, pour interpréter des voix différentes, je me mets dans l'état du personnage qu'on me demande d'interpréter. Si on veut que ce soit une voix très suave, je deviens moi-même dans la sensibilité. Et donc je pousse cet état extrême de matière suave où j'ai l'impression qu'on caresse le chat et qu'il va ronronner. Et ça, c'est magnifique. Donc j'ouvre et je donne une matière. Si on veut que ce soit plus... J'ai fait des jeux vidéo où je faisais Tomb Raider, et là, tout d'un coup, c'est « Attention, il est derrière toi, il t'attaque, nanana !» Là, tout d'un coup, tu donnes des ordres. Donc, tu te mets comme un soldat. Donc, voilà, c'est... Comment expliquer mieux ? En fait, je crois que c'est vraiment de la schizophrénie. Non, je déconne. Tu as interprété de nombreuses voix. Laquelle as-tu préféré interpréter ? Moi, j'ai adoré faire la voix du spectacle de ma sœur, Véronique. J'ai adoré, ça s'appelait Tour de Lune, et c'était un texte que mon père avait écrit, donc tout ça est très familial. Mais c'était sur la musique des Pink Floyd, parce qu'on a oublié de dire, mais la voix aussi, elle est soutenue par des images, ou pas, et puis soutenue par du son, par la VI, c'est-à-dire... tout ce qui est l'ambiance, et comment ça te porte, comment ça te nourrit. Et donc, ça contribue à fabriquer ce paysage sonore. Et donc, cette architecture. Et j'ai adoré parce que c'était diffusé pendant le spectacle. Et il y avait un comédien, Johan, danseur, qui se meuvait, bougeait, en même temps que je disais les mots. Et on est arrivé à avoir une communion entre le corps et ma voix, où tout d'un coup, il y a une entité et c'était magique. Et le texte, c'était c'est magnifique ici. Tout ça sur les Pink Floyd qui avancent comme ça. Et tu as l'impression que c'est comme une nappe de brouillard qui arrive sur toi. Et tout d'un coup, tu es dans une nébuleuse. Non, c'est ce que j'ai préféré faire parce qu'on m'a vraiment laissé libre de proposer des choses. Et donc, j'envoûtais les gens, je l'amenais du suspense, j'éclaircissais.
hop, des vérités. Et puis voilà, donc c'est là peut-être ce que j'ai préféré. J'ai adoré faire dîme. Parce que franchement, moi, je ferai le dîme pour toi. Ça a toujours été un truc depuis que je suis môme. Et franchement, la nana qui descend les marches de l'opéra avec des longues jambes, je crois que j'ai toujours rêvé d'être comme ça. Mais vraiment, voilà. Non, après, j'ai adoré les pièces radiophoniques où tu dis des auteurs et tu joues avec d'autres grands comédiens. Et ça, c'est génial parce que t'es pas seul. Et puis, t'as l'ingénieur du son qui te suit et qui fait... tu tapes à la porte, tu te brosses les dents en même temps que tu parles. Et c'est super parce que tout ça, c'est un truc d'équipe, quoi. Donc, tu dois être en osmose avec les autres, quoi. Donc, ça, un travail d'équipe, ben, moi, j'ai fait du théâtre aussi parce que j'aime les équipes, quoi. Il n'existe aucune version originale de la trilogie du dollar de Sergio Leone. La raison ? Les voix des acteurs n'étaient jamais enregistrées sur le tournage. En ayant recours à la post-synchronisation, Sergio Leone pouvait faire cohabiter dans un même film des stars de nationalités différentes, mais également éviter les nuisances sonores de l'aéroport qui se situait à côté des studios Cinecittà. Tu as aussi fait de la synchro. Pourrais-tu nous dire en quoi ça consiste et nous parler de ton expérience dans cet exercice ? Alors la synchro, c'est intéressant, c'est encore un autre exercice pour le comédien ou l'acteur. La synchro, c'est tu rentres dans la respiration du personnage qui est à l'écran. Donc moi, j'ai fait la voix de Whoopi Goldberg, parce que elle était, la voix officielle était, je sais plus ce qu'elle avait, un empêchement. Et donc j'ai fait pour le Maroc. Donc pas pour la France, mais pour, je crois que c'était Sister Act, enfin bon, je ne sais plus exactement. Et donc j'ai fait Whoopi Goldberg. Donc finalement, il faut que tu incarnes comme la personne qui est à l'image. Donc effectivement, il y a une ressemblance parce que ben moi je suis tonique comme elle et voilà. Peut-être je suis un peu plus intello. Non, je rigole, je l'aime bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas aimé faire ça en fait. Je n'ai pas aimé la synchro. T'as donc la bande rythmo qui passe. Tu as une barre et au moment où les mots arrivent, tu dois les prononcer. Et ils sont écrits, donc c'est super intéressant parce que visuellement, ils sont écrits d'une telle manière, soit ils sont écrits rapprochés parce qu'elle parle vite, soit ils sont très étendus parce qu'elle prend le temps de parler et qu'elle laisse glisser le mot. Et donc, à toi de faire donc, la variation des modulations qui sont inscrites. Et en même temps, tu dois monter à l'image pour voir si elle respire, si elle est en colère, si elle est de dos, est-ce qu'elle est en train de courir. C'est super intéressant. Moi, j'ai pas aimé parce que respirer à la place de l'autre, c'est un exercice que je préfère respirer dans mon propre corps. Voilà. Parmi les voix que tu as interprétées, tu as notamment réalisé ce rêve d'enfant d'être celle de personnages de jeux vidéo. Est-ce que tu aurais une anecdote à ce sujet ? Alors, par exemple, les jeux vidéo, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, tu peux faire dans un jeu vidéo 3 ou 4 personnages. Parce que, donc, bien évidemment, on a une dextérité à changer sa voix, puisque tu te mets dans la peau du personnage, donc tu peux changer la voix. Et un jour, il y a l'amoureux, Benjamin, l'amoureux de ma fille, qui m'appelle et qui me dit « Dis donc, Martine, est-ce que c'est toi qui as joué dans tel jeu vidéo ?» Je lui dis « Bah ouais, c'est moi. » Il me dit « Mais je te jure, je t'ai pas reconnu. » Il me dit « Je t'ai reconnu juste quand t'as fait « Vas-y, attaque maintenant. Allez, commandant, lieutenant, c'est à vous, attention à gauche. » Voilà, donc c'était juste drôle parce que finalement, il m'a reconnu quand je faisais ce que je ne fais absolument pas dans la vie. Enfin, voyons. Martine, merci beaucoup de nous avoir présenté ton parcours de comédienne et de voix. Dans le prochain épisode, tu nous parleras de ton métier de coach vocal et nous donneras tes meilleurs conseils pour développer une parole claire et une voix convaincante. À très bientôt dans Parole Vive. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en mer.